Être 15 ans à travailler ensemble, sans se crier dessus, sans se taper dessus, sans se mettre un procès, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu vois, il y a des millions de conducteurs de voitures et de camions, mais très peu de pilotes de Formule 1. Et sur les pilotes de Formule 1, des légendes, sur les 30 dernières années, il y en a 3. Et pour avoir envie d'aller en Formule 1, il y a des écoles, il y a des milliers qui restent devant la porte. Les start-upers, on est des pilotes de Formule 1, sans le shiny qui va avec. Tu vois, tout de suite quand je dis ça, ils doivent se dire, hey, Paul, il se croit au Grand Prix de Monaco, etc. Non, on conduit une Formule 1, d'accord, avec un moteur de 2 chevaux. Je déteste TikTok, les algorithmes qui orientent les pensées et en train de créer des bombes à retardement dans la tête de nos enfants. Rien que d'en parler, j'ai envie de retourner la table et dire, coupez-moi cette merde, quoi. Changez votre algo, soyez proactif de l'algorithme, essayez de le dominer et ne vous laissez pas dominer. Un entrepreneur peut en cacher un autre dans 40 News de Next. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Paul Lay, le fondateur, cofondateur et dirigeant de La Belle Vie et de Frischti. Je suis un sale capitaliste. Je le cite, mais un capitaliste qui veut faire la passe D, qui pense que la lumière, ça se partage. Paul Lay, c'est un yin qui a trouvé son yang en la personne d'Alban Whincup, le génie de la bande. Et je le cite, pas un ami, pas un frère, un associé, on en parlera. Un duo qui vise le milliard et qui pour l'instant en est au 10e, mais ne vous méprenez pas, la boîte n'a rien de classique. Ensemble, on va revenir sur le rachat de Frischti, mais aussi sur les combats plus personnels de Paul. Paul Lay, bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation, c'est avec plaisir. Tu m'as dit que tu recevais 1 à 2 invitations podcast par jour. Ouais, podcast ou interview. Que t'en faisais 2 par an. Ouais, j'en faisais. Franchement, pour raconter ma vie, j'essaie d'en faire maximum 1 ou 2 par an, parce que j'ai peur d'être une caricature de moi-même et de raconter toujours la même chose. Et je pense que déjà, il y a des gens qui m'ont déjà écouté, ils vont se dire, il a déjà raconté ça, quoi. J'ai un peu peur de ça. Ouais. Alors, on va essayer de faire en sorte que non. Ouais. Mais alors là, ça va être à toi de valider que tu ne te répètes pas. On va essayer. Et si tu veux, on parle d'une autre boîte de quelqu'un d'autre, comme ça on est sûr que... Non, on va essayer de parler de cette boîte-là, mais on va essayer de te laisser tes talents d'intervieweur faire le reste. Ah bah écoute, là, grosse responsabilité. Hein. Et justement, tu l'as dit, hein, grande boîte, grande responsabilité. Et aujourd'hui, cette visibilité et la taille de cette boîte, tu vas en faire quelque chose, avoir un impact sur le monde qui t'entoure. Oui, enfin, je suis de l'école qui pense que avoir une grosse boîte, ça permet d'avoir de l'impact sur beaucoup de sujets, un impact social, un impact écologique, un impact financier et encore plein d'autres impacts que j'ai pas vus. Mais en tout cas, avoir une grande entreprise qui fonctionne bien, ça permet de faire du bien un peu plus simplement. Ouais. Eh ben, on va y revenir, mais c'est un peu la team Peter Parker, grand pouvoir, grande responsabilité. Ma responsabilité, c'est de lancer officiellement ce 40 Nuances de Next, où j'aurai le plaisir de t'interviewer avec notre ami Denis Xuriguera, t'es banquier privé chez Neuflize, notre partenaire. On lance officiellement ton 40 Nuances de Next, Paul. Feuille blanche. 40 Nuances de Next. On a aujourd'hui 2 marques, La Belle Vie, Frischti. Je veux bien, avant qu'on parle de Frischti, qu'on raconte la genèse. Et là, attention à pas te répéter, on va faire très très court. Mais ce qu'est La Belle Vie aujourd'hui pour celles et ceux qui n'ont jamais eu le plaisir de passer par là. Eh ben, écoute, La Belle Vie, c'est un site e-commerce qui a été lancé il y a 10 ans. Avec l'idée simple, c'est de redonner un peu de temps aux gens, donc en leur permettant de ne pas aller au supermarché et de se faire livrer beaucoup de produits frais, un grand choix de produits, puisqu'aujourd'hui on a plus de 20 000 produits à disposition, de se faire livrer entre 1 et 3 heures sur Paris et Île-de-France. Alors ça, tu l'as évidemment déjà dit. En fait, tu es parti dans un secteur qui est un secteur ultra dur. Il y a beaucoup d'appelés et à la fin, il reste pas beaucoup d'élus. Effectivement, mais je l'ai découvert sur le chemin. Après. Donc là, tu as compris que je faisais pas trop d'études de marché quand je me lançais dans un projet et que je me lançais d'abord parce que je pense que il y a un marché, une bonne idée, des clients et que ça peut fonctionner. Et dans le marché de la food,
et des courses à domicile, je me dis qu'il y a quand même un marché qui est énorme. Je peux faire du chiffre d'affaires dès le premier jour et c'est ce que je cherchais à faire à cette époque-là. Parce qu'il y a un truc qui est certain, les gens mangent tous les jours. Et les gens mangent tous les jours. Ce qui est certain aussi, c'est quand tu habites en milieu urbain, donc Paris ou Île-de-France, faire ses courses, c'est pas un acte de plaisir. Voilà. Quand on commande en drive, ou en tout cas en livraison à l'époque, il y avait pas beaucoup de produits frais, donc tu mangeais pas super bien. Tu devais attendre le lendemain ou parfois 3 jours pour recevoir ta commande sur un créneau de livraison de 3 heures. Donc, fallait être un bon manager de son agenda. Et ça, c'est vraiment antinomique avec ce qu'est un urbain. Et en cochant tous les problèmes de ce milieu, je me suis dit, il y a une opportunité. Et c'est Alban qui a eu cette idée-là, donc mon associé, et qui est aussi mon ancien patron il y a 15 ans. Donc, on a le même âge. Et après ma première start-up qui a marchouillé, voilà, il m'a dit, viens, on fait un truc très gros. Et je lui ai dit, ok, pas de problème. Par contre, on fait une bête de boîte. On va faire un truc à plusieurs milliards. C'est quoi marchouiller? Marchouiller, j'étais un développeur d'applications mobiles et des applications qu'on appelle Drive to Store, donc qui permettent aux gens de trouver ce qu'on appelle leur point d'intérêt autour de soi, donc Google Maps. Mais c'était il y a plus de 10 ans. Et il y avait une application, et elle existe toujours, qui s'appelle Gasol Now, et qui permet de trouver sa station essence et de comparer les prix autour de soi. Donc c'est une bonne application pour les gens qui sont comme moi toujours sur la réserve, et en plus de ça radin. Donc ça a bien fonctionné, ça continue encore. Donc c'est l'application à plus de 10 ans. Elle a eu plusieurs millions de téléchargements. Elle a marché dès sa sortie. Mais pour certains, c'est pas marchouiller. Oui, pour certains. Mais pas pour toi. Non. Ça c'est un passe-temps, ça. Alors, c'est toujours facile de réécrire l'histoire après coup, parce qu'aujourd'hui, je sais plus dans quel média, mais tu l'as partagé. Nous, on vise la boîte à 1 milliard, et d'ailleurs, je pense que quand il sera un peu avant, tu verras encore un peu plus gros. Au départ, il y a quand même cette ambition de devenir un leader, où tu te dis simplement, il y a un marché dans la food, et puis je vais rajouter la notion de produit frais parce que je vois bien que c'est une manière de se différencier, mais ça c'était peut-être pas l'idée de départ. Puis telle proposition de valeur, et puis à la fin, en fait là, on vise le milliard. Ouais, et le milliard c'est le minimum dans notre milieu. On est sur un milieu là. Sinon quoi? Sinon ça meurt, sinon... Non, ça meurt pas. Sinon, je me dis que, tu vois, c'est comme quand tu fais une course, il y a une ligne d'arrivée. Tu fais le marathon, tu vas voir la ligne d'arrivée. Ma ligne d'arrivée, elle est au milliard. Celle d'Alban, elle est dizaines de milliards. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un truc que tu décrètes. Je décrète au début. Parce que sur un marché qui peut faire 300 milliards, qui est la food, faire 1 milliard, c'est le minimum. Ouais. Tu vois. Et je te pique un peu, mais c'est qu'un 300e. Ouais, c'est qu'un 300e. Donc c'est pour te dire que mon ambition, elle est pas assez grosse. Mais je sais ce qu'il faut pour en arriver, et je pense que j'ai pas assez d'une vie pour faire 300 milliards, malheureusement, sur ce marché-là. Tu vois, j'aurais dû faire une étude de marché en me disant quelle est la route la plus rapide pour faire une boîte leader et 1 milliard, mais je l'ai pas faite. Moi, ce que je voulais, c'est déjà faire une aventure avec Alban sur un marché qui me paraissait OK pour faire du chiffre d'affaires rapidement. Et tu penses vraiment qu'une étude de marché où tu vises le marché à 300 milliards fonctionne mieux Peut-être. Ouais. Je l'ai pas fait. Moi, donc on ne saura pas. Mais ce qui était important pour moi, c'est avoir à peu près une vision au loin d'un gros marché, et surtout entreprendre avec mon associé Alban. Ça, c'était au-dessus de tout. Je reste sur ton associé, parce que je le disais en intro, mais je reprenais tes mots. On n'est pas frères, on n'est pas amis, on n'est pas en couple. Ouais. On est associés, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Être associé, c'est un peu de tout ça. Évidemment, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a du respect, mais c'est quelque chose qu'on a la chance de vivre, surtout quand je pense que tu en parlais de réussite. Ça, c'est une réussite, c'est-à-dire être 15 ans à travailler ensemble sans se crier dessus, sans se taper dessus, sans se mettre un procès, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment de la vraie chance qu'on a eu de se trouver. Et notre relation aujourd'hui, elle est faite de tous ces sentiments-là, ce respect, et c'est quelque chose d'à part. Tu vois, c'est très difficile d'en parler parce que il y a très peu de choses, tu vois, que pour nous décrire cette relation. On parle d'amitié dans des poèmes, dans des livres, tu parles de l'amour, etc. Mais d'être un associé, qu'est-ce que c'est? Tu vois, les gens vont dire, bah, c'est pour faire du business, c'est pour être riche, machin, etc. Ok, mais c'est pas que ça, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui connaît ta vie privée. C'est des fils qui s'entremêlent dans tous les sens. Exactement, c'est quelqu'un qui connaît ta vie privée peut-être mieux que ton meilleur ami. C'est quelqu'un qui connaît ta vie professionnelle mieux que ton banquier ou tes investisseurs. Tu vois, c'est quelqu'un qui est là pour toi, peut-être même avant ton meilleur ami. Tu vois. Donc c'est quelque chose d'à part, voilà, et qu'on a la chance de vivre depuis 15 ans. Et gros big up à lui parce que c'est une star. Et en 15 ans, on en vit des hauts et des bas. Ouais. Une boîte. On peut parler des bas. Ouais, bah débat, débat, il y en a tous les jours. Notre travail en tant que dirigeant entreprise, c'est gérer tous les problèmes tous les jours. Maintenant, dans la vie de la belle vie, on a eu des moments très durs. Qu'on a surmonté. Tu vois, en 2017, on aurait dû mettre la boîte au tapis. Tu vois, on a fermé, je me rappelle, un mois d'août parce qu'on n'avait plus d'argent pour payer nos fournisseurs. On était passé de 46 personnes à 11 personnes. On n'avait vraiment plus d'argent. On était endetté de chez endetté, donc on était vraiment en défaut de gestion. Et on fait une pause sur ce moment-là. C'est quoi la teneur des discussions avec ton associé? C'est quoi qui se passe, toi, dans ta tête de dirigeant, avec toute l'ambition que tu as évoquée juste avant, et qu'à un moment, ton ambition, elle est rattrapée par une réalité qui forcément ne convient pas? Le déni. Pas toi. Je t'ai pas appelé, malheureusement. Présent. Non, lui, il était très conscient des chiffres, et tu vois, c'est pour ça que, encore une fois, je parle d'équilibre des forces. Et yin et yang, Le yin et le yang, c'est-à-dire quand je suis down, il est up, quand il est down, moi je suis up. Ça a été ça, c'est-à-dire que au fond de nous, on savait très bien que ça sentait vraiment qu'il y avait de la fumée partout, quoi. On a continué à y croire parce qu'on avait des chiffres intrinsèquement, les cohortes étaient bonnes. On voyait quelque chose ça commence à prendre. Voilà, exactement. De tous les entrepreneurs. Ouais, ça commence à auxquels prendre. tu te raccroches. Voilà. On a bouffé de la merde, mais là ça commence à prendre. Et en vrai, ça commençait vraiment à prendre, mais il nous manquait de cash. Et puis on a continué à se battre. Et il y a eu, tu vois, je crois vraiment à ça, mais une espèce de miracle. C'est 2017, le Bitcoin marche un peu bien. Pas mal, tu vois, il est à 4 000 euros, en tout cas entre 4 et 5 000 euros. Et Alban avait acheté des bitcoins en 2011, 2010, tu vois. On n'avait plus d'argent, franchement, on devait payer notre plus gros fournisseur si on n'avait rien sur les étagères. Et là, t'as encore tes bitcoins? Ah ouais, attends, je regarde, et boum. Voilà, il y avait quelques milliers d'euros, on a pu payer notre fournisseur, notre gros fournisseur, et repartir en septembre. Et continuer à travailler quelques mois en faisant attention à notre runway, puisqu'en vrai, on était endettés. Et puis en continuant, on croise la route d'investisseurs qui nous disent c'est pas mal ce que vous faites, est-ce que vous levez? Je sais pas. On dit je sais pas, peut-être. Tu dis je sais pas parce que vraiment tu ne sais pas si tu veux, ou c'est plutôt pour habiller la mariée à ce moment-là? Oui, c'est évidemment pour habiller la mariée. Hein. Enfin, je me mets à la place de l'investisseur. Tu reçois un mail, tu dis le montant tout de suite, la valo, disant youpi. Bon, t'as donné envie d'en découvrir un peu plus, quoi. Et il peut trouver des mauvais angles. Voilà. Et il y en avait beaucoup à cette époque-là, évidemment. Donc, et puis de toute façon, faut jamais montrer trop d'enthousiasme. Ça, tu vois, tout au long de la vie, de la belle vie. On a très peu fêté. Très, très peu fêté. Tu vois. Ah, pour moi, il y a deux niveaux de lecture. Le peu fêté, effectivement, je crois que c'est un point commun de beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas de la majorité, parce que tu es toujours sur le coup d'après. Le peu d'enthousiasme, là, je suis plus étonné.
Parce que tu as des entrepreneurs qui rayonnent d'enthousiasme et qui attirent à eux avec une projection. Ouais. Ça dépend quel enthousiasme, mais l'enthousiasme fait sur on a levé, c'est génial. Ah oui, ok. Ça, c'est pas d'autre truc. Oui, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Même si en discutant avec mes collaborateurs et collaboratrices, il y en a que ça touche et il y a des talents qui vont venir pour ça. Voilà. Et aujourd'hui, je sais pas si c'est les bons talents à aller chercher. Peut-être qu'il y en a qui sont venus pour ça. Peut-être. Est-ce que on a été enthousiaste parce que on a fait Frishti? C'était sympa. Mais on n'a pas fait la fête, tu vois. On a fait une grosse fête en décembre dernier avec tous nos collaborateurs. Et c'était 300-400. Mais c'est au bout de 10 ans. J'ai mon premier selfie avec des collaborateurs au bout de 10 ans. Voilà. Parce que les 10 ans, il fallait les marquer. Mais est-ce que ce soir-là, j'étais enthousiaste? En fait, comme tu es entrepreneur, tu vis aussi avec les réalités du terrain. C'est-à-dire, mais là, pendant que tu fais la fête, il y a encore des commandes à préparer. Et demain aussi, les clients que tu vas décevoir, que tu vas satisfaire. Et puis, il faut faire attention à ton cash, à la fin de mois, quels sont les prochains projets. Enfin, tu vois, ça reste pro, donc tu as du mal à lâcher prise. T'as toujours une épée de Damoclès et le run à... Le run à faire, mais quand tu es au boulot, tu mets les œillères et peu importe si tu es en train de boire un verre avec tes collègues ou pas, mais tu es au boulot. Et notre boulot, c'est de délivrer et penser le futur et faire en sorte que ça grossisse. Parce que, encore une fois, on joue à un jeu de start-up. Tu vois, comment est-ce qu'on fait pour aller vite au milliard? Voilà. Et ça prend tous les pores de son corps et puis tout la bande passante de son cerveau. Tu vois. Et c'est dur de lâcher prise et crier youpi quant à ça et que t'es toujours un peu insatisfait de ce que t'es en train de faire. Comment on va vite pour te reprendre tes mots au milliard sans se brûler les ailes? Bah techniquement c'est très simple. Hein. T'as une somme sur ton compte en banque, voilà, et t'essayes de créer le maximum de valeur. Et quand t'as plus rien sur ton compte en banque et que t'as pas créé cette valeur-là et que t'as tous tes frais fixes à payer, là tu vas te brûler les ailes. Voilà. Et c'est tout le problème de notre milieu, les startups. On doit toujours appuyer sur l'accélérateur, freiner, appuyer sur l'accélérateur, freiner, regarder. Enfin, c'est extrêmement difficile on a des pilotes de Formule 1. Tu vois, on n'est pas, tu vois, il y a des millions de conducteurs de voitures et de camions, mais très peu de pilotes de Formule 1. Et sur les pilotes de Formule 1, des légendes, sur les 30 dernières années, il y en a 3. Voilà. Et pour avoir envie d'aller en Formule 1, il y a des écoles, il y a des milliers qui restent devant la porte. Voilà. Les start-upers, on est des pilotes de Formule 1. Mais sans le shiny qui va avec, tu vois. Tout de suite, quand je dis ça, ils doivent se dire, hey, Paul, il se croit au Grand Prix de Monaco, etc. Non, on conduit une Formule 1, d'accord, avec un moteur de 2 chevaux. C'est pourri. Avec, au début, des mécaniciens qui sont sympas, tu vois, mais c'est pas le top du top. Mais il faut en faire du top de ces gens-là, tu vois. Donc, on est dans un métier compliqué. C'est pour ça que entrepreneur, pour beaucoup, c'est devenu un statement. Voilà, les gens, ils pensent qu'ils vont devenir le prochain Zuckerberg et Bezos. C'est sexy en soirée. C'est sexy en soirée, etc. Mais et j'aime bien remettre ce mot sur la table. On est des start-upers, tu vois. On crée quelque chose qui n'existe pas. Déjà, on part avec 0 chance d'y arriver. 0 chance d'y arriver. Et on doit trouver cette chance-là dans le 0 chance. C'est ça un start-upper. Et on nous donne de l'argent en disant, appuie sur le champignon, d'accord? T'as 99 chances sur 100 de te planter. Faut être complètement maso pour faire ça. C'est notre métier. C'est ça un start-upper. D'accord? On crée des choses impossibles. Voilà. Aujourd'hui, tu sens qu'il y a une pression, la Startup Nation, machin, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tu vois? S'il n'y a pas des gens comme nous, il n'y a pas de progrès. D'accord? On n'avance pas. On ne fait pas rayonner ses amis, sa famille et sa nation. Voilà, je suis pas là en train de dire je suis chevalier de la nation. Mais il faut des gens comme ça. Il faut des gens comme ça dans l'humanité et dans toutes les périodes d'humanité pour avancer. Voilà. Mais celui qui réussit, c'est 1000 mecs qui échouent, qu'on oublie. Voilà. Et ça, il faut, entre guillemets, pas l'oublier.
Tu parlais d'une DLC de Paul Lay, de La Belle Vie, donc Pas La Belle Vie. date limite de consommation. Moi, je pensais que tu parlais de toi très personnellement, et effectivement, on a tous une DLC. Ouais. Et pour le coup, on n'a pas la date. On n'a En pas la grande date partie. et on n'a pas la date. Donc DLC, c'est date limite de consommation. Donc c'est une joke par rapport à notre métier. Et en vrai, vu l'intensité qu'on met tous les jours, et tous les jours, c'est du lundi au dimanche, très peu de vacances. Notre DLC, en vrai, elle a perdu un peu de date, quoi. On se rapproche, tu vois, on a potentiellement une longueur de vie plus courte. Mm. Parce que on est tout le Mais temps par sous contre, stress. le produit était peut-être plus vivant. Le produit est plus vivant. On crée une entreprise, et une belle entreprise, il faut la penser sur 100 ans. Voilà. Faut avoir des modèles comme Apple. Son fondateur, il est parti depuis des années, mais c'est la plus grosse boîte au monde. Voilà. C'est ça qu'on cherche à faire, nous. Voilà. C'est créer des produits qui existent sans nous, mais qui ont encore un peu de nous sur nous. Donc tu vois la suite de La Belle Vie, alors pas forcément avec un exit. Ça doit exister. C'est-à-dire, on doit construire quelque chose d'assez puissant et de solide pour que ça traverse les temps. Et piloter, naviguer avec. Voilà. Si tu as cette vision-là, tu as plutôt une boîte saine. Voilà. Faut la rendre saine, hein, la boîte à un moment donné. Et sinon, à un moment, tu te crames les ailes en cours de route. Exactement. Je reviens sur deux, trois choses que tu m'as dites en prépa. Tu m'as dit on est des sales capitalistes. Je suis un sale capitaliste. Alors évidemment, tu mettais beaucoup de nuances, mais pourquoi tu utilises ces termes? Parce que on est déjà dans un monde capitaliste. Et en fait, aujourd'hui, avoir une réussite financière, avoir beaucoup d'argent, c'est le meilleur outil pour avoir de l'impact, selon moi. D'accord? Si on décide d'en avoir. Si on décide d'en avoir. Voilà. Moi, j'aimerais en avoir de plus en plus. Donc, il faut faire de plus en plus d'argent. Donc, quand je dis je veux faire de plus en plus d'argent, je suis quand même très capitaliste, quoi. Voilà. Mais ma vision, c'est quand même d'en reverser, de redonner la lumière à ceux qui en ont besoin. D'accord? Et pour ça, dans ce monde capitaliste, donc les règles du jeu aujourd'hui, les règles du jeu du Monopoly, il faut les suivre. Ouais. C'est celui qui va faire le plus d'argent. Sinon, tu laisses de la place à d'autres gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont peut-être pousser des combats qui bien sûr, et tu le sont vois, pas les tiens. Et tu le vois, et tu commences. On le voit aux États-Unis. On le voit en France. Voilà. Et on commence à le voir en France avec, évidemment, tu as les différents partis politiques, mais dans les gens puissants, tu as un peu ces partis politiques. Tu vas avoir des entrepreneurs qui utilisent leur argent et leur pouvoir pour orienter. Voilà. De manière de plus en plus assumée. De plus en plus assumée, exactement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est comme ça, c'est la vie, et ça a été tout le temps comme ça, Non, mais n'importe quand. C'est leur jeu, mais ça veut bien dire que si tu veux proposer un autre monde, il faut rentrer dans le jeu. Il faut rentrer dans le jeu, et le facteur commun, c'est le nombre de chiffres que tu as sur ton compte en banque. C'est tout. Donc si tu veux avoir de l'impact, faut aller jouer avec les mêmes armes. Voilà. Donc, je suis un sale capitaliste, désolé. Je disais le capitaliste qui veut faire des passes D quand même Exactement, ouais. et qui partage la lumière. Je veux bien qu'on revienne sur la notion de yin et de yang que tu évoquais notamment avec ton associé, mais j'ai l'impression que c'est une vision un peu plus large du monde. Voilà, là les auditeurs de se dire yin-yang, un asiatique au micro, c'est vrai. Tu veux que je mette une petite musique un peu douce? Non. Mais c'est vrai, le yin-yang, en fait, c'est un signe d'harmonie, tu vois. Il y a toujours le point blanc dans la partie noire, et le point noir dans la partie blanche, et c'est deux formes qui s'entremêlent. Et c'est un peu ça, la vie. Il n'y a rien de binaire. Et aujourd'hui, on essaye de toujours nous opposer sur n'importe quel sujet. Mais c'est pas aussi simple, la vie. D'accord? On est des humains, on fait des choses avec énormément de nuances et rien ne peut être binaire. D'accord? Une relation ne peut pas être binaire. Ça peut pas être lui l'intelligent et moi le bête, lui fort en maths et pas fort. C'est pas possible. En fait, on est une association et elle doit être harmonieuse. Et plus elle est harmonieuse, plus les choses fonctionnent longtemps. Ce qui ne t'a pas empêché de dire de ton associé, lui c'est la tête, moi c'est les pieds. Oui. Et lui aussi c'est les pieds, il court vite. Moi je suis solide. Voilà, ça se voit.
Mais je reviens en partie sur tes combats du moment, où on tire le blanc avec le point noir et le noir avec le point blanc, et on les éloigne de plus en plus aujourd'hui. Ouais, ben, faut. Et c'est algorithmique. Ouais, c'est algorithmique. Donc on a un peu moins la main. Ouais, ben, je déteste TikTok, tu vois. Les algorithmes qui orientent les pensées et sont en train de créer des bombes à retardement dans la tête de nos enfants. Rien que d'en parler, j'ai envie de retourner à la table et de dire coupez-moi cette merde, quoi. Voilà. Et on l'a vu, tu vois, on en parlait au moment du Covid. On applaudissait les pompiers, on applaudissait la police, les éboueurs. Enfin, maintenant, on est énervé pour rien du tout, on est contre tout. Voilà. On est contre tout le temps. Et ça, ça commence à m'agacer. Et on connaît les raisons. En fait, c'est les algos. Point barre. Oui, parce que je sais pas si on est contre tout ou si on voit seulement ce qui est contre tout. Ouais, c'est nuance, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Et les deux fonctionnent. On remet toujours un peu de nuance, mais effectivement, ça prend beaucoup de place dans le média au sens large. Et donc là-dessus, l'entrepreneur que tu es a quelque chose à faire. Encore une fois, il faut essayer de créer le maximum d'impact, donc avoir le maximum de répercussions. Et pour ce faire, tu vois, je sais que monter une association aujourd'hui, c'est pas assez. Ce qui est assez aujourd'hui, c'est les règles du jeu, et elles sont comme ça, et c'est ma vision. Peut-être qu'il y a d'autres chemins, mais c'est avoir un poids économique. Un poids économique. Quand tu as une grosse entreprise, tu peux jouer de ton poids pour agir sur l'écologie, tu vois. Changer le rapport de force avec les industriels, tu vois. Quand tu as un poids économique, tu peux changer ce rapport de force et faire le bien, d'accord. Et ça, c'est ce que j'aimerais faire. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup trop petit, tu vois. On est une boîte 100 millions d'euros. Les gens vont dire, waouh, c'est génial. Encore une fois, on est un grain de sable dans notre business. D'accord? Je suis aujourd'hui peut-être dans le top 50 des hypermarchés français. Bon, est-ce que c'est extraordinaire de faire ça? Je sais pas. D'accord? En tout cas, c'est loin de l'ambition, en tout cas que j'ai. Et je ne peux pas faire d'impact avec ça. Pas assez. Voilà. Et je sais comment le faire, donc c'est très frustrant de manquer de gaz, et donc je fais tout pour avoir ce gaz-là. Je te fais une proposition. On fait un spécial TikTok. Tu t'adresses à tous les utilisateurs et on met un budget de ton choix, mais ce sera ton argent, parce que tu as les moyens, mais pas assez. Faut demander à Denis. Plus sur une ligne de crédit. Mais pour t'adresser aux utilisateurs et à leur environnement, à l'environnement dans lequel ils sont actuellement, tu peux répondre à moi, leur parler à eux. Si t'es chaud, on peut faire l'expérience et on voit si on a des retours, des commentaires, si les gens remettent de la nuance dans leur consommation TikTok. Donc tu voudrais créer un Reels TikTok dédié TikTok, on va te mettre sur TikTok ce réseau social que tu détestes, mais parce que t'as quand même un message à passer, et là pour le coup on rentre dans le Monopoly, même si t'aimes pas le jeu, et on va voir les réactions. Essayez de changer votre algo et allez voir de plus en plus de choses éducatives et des choses positives. Voilà, changez votre algo. Voilà. Et faites ça pendant 1 mois et reposez-vous la question qui est: est-ce que je me sens mieux aujourd'hui ou dans 1 mois? Voilà. Donc ça, c'est un jeu que tu proposes à tous les utilisateurs TikTok. Ouais. Changez votre algo. Voilà. Changez votre algo, soyez proactif de l'algorithme. Essayez de le dominer et ne vous laissez pas dominer. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Parce que quand tu utilises un réseau social, tu vois pas forcément tous les rouages, tu vois pas la notion de géopolitique d'un gouvernement comme la Chine. Non, on voit pas ça. On voit pas que petit à petit, on essaie d'influencer de manière très, très astucieuse la pensée des gens. Voilà, c'est-à-dire qu'on va te mettre 3 vidéos rigolotes et puis une vidéo légèrement pro quelque chose. Voilà. Ou réactionnaire. Réactionnaire, et ils vont voir que ça attire
ton esprit, tu vas passer un peu plus de temps dessus, et puis on va te remettre 3 vidéos rigolotes, et puis 2 autres vidéos réactionnaires ou pro quelque chose. Et ça y est, t'es dans la boucle. D'accord? Sors de cette boucle-là. Essaye de dominer la boucle, va chercher d'autres boucles. Essaye de voir les contre-avis, d'accord? Des avis différents de ce que tu viens de voir. Et crée-toi ton propre avis. Voilà. Domine l'algorithme. Domine-le. Te laisse pas niquer. Eh ben, écoute, on tentera. On tentera, et puis on... Avec ces punchlines, là, tu vas faire des te millions, laisse paniquer. Voilà. Puis on peut même en faire un sample. Domine l'algorithme, te laisse paniquer. Mais ça nous amène un peu plus tôt que prévu à la rubrique Moi Président. Paul Lay, président. C'est pas la première fois que tu participes à ce format. On l'avait fait à Vivatech dans un format réduit. On n'avait pas eu le temps de pousser. Mais toujours est-il que tu as, ou en tout cas pour le temps de cette émission, les pleins pouvoirs. Eh ben, je vais pas changer de thème. Peut-être on va essayer de le développer. Il y a 1 an, je parlais d'investir en tant que président à fond dans l'éducation. On doit remettre l'éducation au centre de tout, puisque c'est nos enfants. Quand tu regardes un enfant, tu vois un peu d'avenir, tu vois quelqu'un qui ose, qui crée. Et on devrait faire de l'éducation une bulle où les enfants s'épanouissent, apprennent de plus en plus, se forgent. Et pour ce faire, il faut pas qu'il y ait de problème de budget, quoi. On devrait... En vrai, chaque prof devrait gagner 5000 balles. On devrait remettre les gens les plus brillants avec nos enfants, d'accord? Faire en sorte que cette bulle éducative soit puissante pour créer un avenir meilleur. En fait, notre avenir, c'est nos enfants et on doit investir absolument sur eux. Voilà, c'est la clé du changement. Alors sur le papier, je pense qu'on est tous d'accord. La question, c'est toujours le comment ou les choix budgétaires notamment. C'est déjà on va essayer de réduire ce qu'on appelle l'état obèse. Voilà, donc déjà avec quelques millions d'économiser sur un gouvernement ou en tout cas un État qui utilise beaucoup trop d'argent, remettre du rationnel, prendre cet argent qui est gagné et l'investir directement dans des infrastructures et puis dans les salaires dans le personnel, bien sûr. Le personnel, c'est-à-dire les former, leur donner du droit de formation. Eux aussi, ils doivent sortir de l'algorithme. Ils doivent aller voir d'autres façons d'éduquer, d'accord? Ils doivent voyager. Le voyage, c'est super important. D'accord, ils ont beaucoup de vacances, mais voilà, un prof qui est là depuis 10 piges, et ces 10 piges-là où l'éducation nationale, on n'a fait que resserrer les budgets, on devrait le faire respirer, aller voir comment ça se passe en Suède, à Taïwan, les différentes méthodologies d'apprentissage. Voilà. Tu évoquais aussi tout à l'heure le sujet TikTok. On a l'ancien ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui évoquait une piste de réforme qui consiste à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce que ça répond parfaitement à ce que t'aurais en tête, toi, président? Non, mais j'aurais beaucoup plus de pouvoir que ça. Je changerais l'algorithme, c'est-à-dire on ne doit pas... Pourquoi on devrait interdire d'utiliser quelque chose? Mais changeons, en fait. En Chine, ils utilisent TikTok comme objet éducatif. Voilà. Si aujourd'hui, les enfants utilisent leur téléphone et TikTok pour apprendre des choses, mais pourquoi nous, on le fait pas, en fait? Enfin, il y a un problème. Si c'est aujourd'hui la meilleure façon d'ancrer du savoir dans la tête de nos enfants, faisons-le. Faisons-le. Tu vois, pourquoi pas avoir un algorithme TikTok à partir de 18h jusqu'à 22h où on parle de physique, d'histoire géo, de français, des jeux pour l'orthographe. D'accord? Et évidemment, nuancer ça avec la journée, avec un algorithme
classique, pourquoi pas? Pendant les cours. Pendant les cours. Bah oui, parce que les cours, c'est pas toujours... parce que l'éducation nationale est sous-équipée. Donc, je comprends on ait envie de s'évader. Parce que on a besoin de changer les infrastructures et parfois reformer du personnel. Et mieux les payer, surtout. Mieux les payer. Ils doivent redevenir... Enfin, il y a 30 ans, être maître de classe ou professeur, t'étais le riche du village. Voilà. On doit refaire ça. C'est important pour récupérer les meilleurs talents. Je reste sur ta notion de changeons l'algorithme, qui est une option. L'autre option, qui du coup serait une option très étatique, peut-être à l'échelle européenne, de fixer des règles et de les tenir. L'autre option, c'est d'avoir des entrepreneurs qui créent des solutions qui prennent la place de ces géants de la tech qui aujourd'hui sont tous étrangers, non européens. Oui, mais ils viennent de pays où la Chine et les États-Unis, où les marchés domestiques sont immenses. Il y a 1,5 milliard de Chinois et un marché où il y a très peu de nuances comme les États-Unis. C'est-à-dire un Californien et un New-Yorkais, tu peux lui vendre les mêmes produits. Donc les barrières à l'entrée et le marché, la taille de marché est beaucoup plus grande. Donc on fait des choses beaucoup plus grandes directes que quand tu développes une app française, faut la traduire en espagnol, faut la traduire en allemand, faut la traduire en anglais, en roumain, etc. Ça, avec l'IA, ça va peut-être être une barrière qui va sauter. Peut-être toutes ces barrières-là peuvent être sautées avec l'IA, mais il y a encore les barrières législatives. Voilà, c'est pas facile de scaler hors de France parce que la législation européenne n'est pas normalisée. Voilà. Par contre, en Chine et aux États-Unis, ça l'est. Donc créer des géants là-bas, c'est plus simple. Et puis évidemment, historiquement, il y a beaucoup plus de capitaux. Voilà. On a besoin de grands fonds européens. On a besoin de beaucoup plus de venture capital pour nourrir le private equity. On peut pas faire que des boîtes bootstrap. Enfin, moi, je suis une boîte bootstrap qui fait 100 millions d'euros. Quel est mon intérêt d'aller lever des fonds et faire du PE? Bah non, je garde. Donc, tu as tout cet écosystème. Sauf si tu vas aller chercher très vite le milliard. Ou très vite le milliard. Mais quel impact, tu vois? Tu as aussi besoin de nourrir un écosystème. D'accord? Nourrir un écosystème. Et pour faire ça, il faut avoir des boîtes comme nous. Voilà, des start-upers. Des fous. Des fous et des inconscients. Des fous. Je sais plus si on le disait tout à l'heure pendant l'émission ou pendant la préparation, mais t'as lié les deux, donc si jamais on l'a pas déjà évoqué, le mot sera partagé. Ouais. Je veux bien que tu nous partages, on l'a promis, l'aventure du rachat de Frishti, et je veux bien que tu me le racontes au présent. C'est-à-dire, on est où, à quel moment t'as l'info, et allez, on va y aller un peu chronologiquement sur ce rachat, avec les grandes étapes, la prise d'infos, les négos, les discussions. C'est bien parce qu'on est quasiment 2 ans, jour pour jour, au début des négociations. Évidemment, on sait que Frishti s'est fait racheter par Gorillaz, un très bel exit. Encore une fois, Frishti a fait d'excellentes choses. On salue Julia et son Quentin. associé. Ouais. Et bonjour Julia, bonjour Quentin. Ensuite, Gorillaz s'est fait absorber par Getir, puisque c'était soit ça, soit la banqueroute. Voilà. Et dans le deal Getir-Gorillaz, ils s'aperçoivent qu'en France, il y a un truc qui s'appelle Frishti qui marche plutôt bien. Voilà. Mais c'est des différences de culture énormes. Et dans la food tech, d'accord, il y a quelque chose qui scale très bien, c'est la tech, mais la food, ça scale pas. Donc Getir est turc. Je suis pas encore au courant que les Turcs mangent comme les Français et vice versa. Donc il y a des nuances et c'est très important. Et ça, ils l'avaient pas saisi au moment du rachat. En fait, toutes les boîtes qui sont arrivées en Q-commerce, c'est des boîtes qui viennent de l'international de food, qui viennent s'implanter en France. Oublient très vite que la food, ça scale pas, quoi. Voilà. Y a aucune boîte allemande de food, d'accord, qui est venue en France scaler avant d'apprendre comment manger les Français. Voilà. C'est pas. Puis après, ils sont devenus français parce que c'était bon. Ouais, c'est ça. Bah ouais, tu vois, hein, dans un Lidl, c'est pas le même Lidl qu'il y a en Allemagne. Hein. Ouais. Il y a beaucoup plus de produits frais sur Lidl en France, beaucoup plus de fruits et légumes. Il y a des promos sur les courgettes chez Lidl France. Il n'y a pas en Allemagne. T'as plutôt des promos sur la grosse saucisse qui a une DLC de 6 mois.
Mais ça change beaucoup de choses. Là, t'en rigoles, mais c'est ça notre change, approche ça, notre du approche. métier. Et donc, t'as l'info. J'ai l'info déjà que Getir va pas super. Il se retire de pas mal de pays. Donc ça, je pense qu'on est en mars 2023. D'accord. Et on avait des personnes qu'on connaissait chez Frishti. Et on a essayé d'organiser un rendez-vous avec les patrons de Getir, ce qui s'est fait. Donc la démarche, elle vient de vous. Tu sais qu'ils vont se retirer. Ils sont en train de se retirer. Voilà. Et je me dis, il y a peut-être un truc. On discute, tu vois, voir comment, s'il y a des choses à faire ensemble. Paul, je fais pause là-dessus. Enfin, pas une vraie pause. Ouais. Je t'arrête. Certains auraient pu se dire, OK, il se retire, j'ai juste plus de place, j'ai potentiellement un pseudo-concurrent qui s'en va, donc en fait, je vais continuer à prendre ma place. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans cette option de rapprochement et de rachat? Déjà, on n'était pas encore en train de réfléchir à du rachat ou à un rapprochement. Alors, tu les contactes pourquoi? On discute déjà avec des confrères. Tu vois, tout le monde se connaît. Je pense qu'il doit y avoir un WhatsApp commun entre Auchan, Carrefour, Casino, Leclerc, Système U, doivent s'éclater de Coopérative U, ça a changé. Et donc, la réussite, la vraie, c'est quand tu rentres dans le groupe WhatsApp. Ouais, c'est là, tu vois. Ce sera la consécration. On essaye de se connaître, voilà. Et en discutant avec eux, voilà, on sent qu'il y a une opportunité pour récupérer Frishti et ils nous proposent déjà Frishti d'abord à la vente. Nous racheter Frishti à un gros prix. Évidemment, on n'a pas l'argent. C'est le jeu. On n'a pas l'argent. Mais par contre, là où on est tous d'accord, c'est que les synergies sont folles, quoi. Nous, on est très tech, très logistique. On a beaucoup de produits. Frishti a une belle marque, un peu plus jeune que la nôtre. Beaucoup de B2B. Une façon de créer beaucoup de plats différents tous les jours avec une belle marge. Voilà. Et dans une offre retail, avoir des plats préparés, c'est toujours une très bonne idée. Et ils avaient aussi une MDD. Donc ils ont une MDD, marque distributeur. Voilà. Donc une marque avec la marque Frishti où tu payes, tu la produis où tu marges un peu mieux. Voilà. Et on pense que ça peut faire très bien sur le papier, mais on n'a pas l'argent. Et le temps passe. Et c'est quoi le temps passe? Un mois et demi. Et là, je vois que Getir se retire de France et place Getir, Frishti et Gorillaz, 3 boîtes, en procédure de sauvegarde. Voilà. Et là, on reprend en contact. Et procédure de sauvegarde, c'est avant le redressement, avant la liquidation. Avant la liquidation, c'est quel est le plan de l'investisseur ou du propriétaire pour redresser la boîte avec l'aide de l'État, c'est-à-dire quel contrat longue durée tu as pris. Et comment tu négocies avec tes banques, voilà, tes fournisseurs, etc. Et on voit ça, on reprend contact, ils nous disent non, vous inquiétez pas, on a un plan. C'est qui l'interlocuteur chez eux? Getir. Non, chez eux, tu discutes avec qui? Avec la DG. Okay. Avec la DG à l'époque, ouais. Et il y a un plan de sauvegarde. Et le plan de sauvegarde, je crois, dure 2 semaines. Parce que je pense que le plan de sauvegarde ne plaît pas à l'administrateur judiciaire ou l'inverse. L'administrateur judiciaire ne croit pas au plan de sauvegarde de Getir. Ça, je peux pas vous dire. Je sais pas d'ailleurs. Et là, Frishti est mis en redressement judiciaire. Donc, il faut trouver un repreneur. Et c'est là qu'on reprend contact et que tout le travail qu'on a fait auparavant de brainstorm, ce qui va être bien, etc., fonctionne. C'est du temps de gagner. Voilà. Ouais. Mon associé... c'est plus le même prix non plus. C'est plus du tout le même prix. Voilà, exactement. C'est plus le même prix. Et par contre, la création de valeur, on la voit très bien parce qu'on est les seuls businessmen, entrepreneurs à avoir compris ce business-là, les équations de ce milieu-là. On est les seuls, puisqu'on est les seuls survivants et qu'on venait de toucher les bidas. Voilà. Donc déjà, on est soulagé. Et mon associé, jamais rassasié, il me dit non, faut prendre Frishti tout de suite là. Je dis on va peut-être se remettre dans la sauce, mais ça dure
2 minutes. Et je sais qu'il a raison. Donc, c'est parti. Et Alban, il fait ça superbement bien. Il se plonge dans Frischti. On rencontre les équipes. On va chez Frischti. On leur présente notre plan. Ils comprennent que c'est le meilleur plan. Ils savent aussi notre track record qui est d'avoir fait une boîte plutôt solide, que les synergies sont excellentes en termes logistiques, tech, ouverture de marché. Eux, ils ont beaucoup de B2B. On a aussi un savoir-faire de cuisiner, parce qu'on a aussi des cuisines chez La Belle Vie. Donc, ça matche super bien sur le papier. Et on travaille les chiffres. On fait un BP qu'on présente à l'administrateur. Et on rentre dans la compétition. Attends, super. On s'arrête là. Je reviens un tout petit peu en arrière. J'ai 2 moments sur lesquels je veux bien que tu t'étales un peu. La discussion avec ton associé de On y va dure sincèrement que 2 minutes. Sincèrement 2 minutes. En fait, on se comprend tellement vite, c'est-à-dire, encore une fois, tu vois, on utilise une messagerie interne. À sa façon d'écrire, je connais son humeur. Il parle pas. T'es vénère ou quoi? Ah, il a l'air content. Tu vois, je peux savoir s'il y a quelque chose qui est en train de m'agacer. En tout cas, quand il dit on y va, c'est qu'il a pris le temps de regarder les chiffres. Vous étiez pas au début des discussions non plus, parce que vous aviez déjà échangé. Ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble. Il a déjà fait une super exit dans sa boîte. Il a commencé à entreprendre à 18 ans. Tu vois, il était encore au lycée. C'est un génie. Envoie-le-nous dans Cash Out d'ailleurs. Il parle pas. Il préfère envoyer Paul. Parce que peut-être qu'il me trouve meilleur à cet exercice. Mais c'est aussi les rôles qui sont comme ça. Mais, donc effectivement, mais je connais son sens, son flair. Il est quelqu'un qui est très bon en bourse. Tu vois, il sait analyser les choses rapidement et c'est 20 ans de construction intellectuelle sur ça. Il avait misé sur les bitcoins au bon moment pour sauver la boîte. Ouais. Il a misé sur moi, son associé. Il dit quand on lance la boîte, il aurait pu faire une boîte avec quelqu'un d'autre. Il mise aussi sur une personne. Donc financièrement, mathématiquement, businessment parlant, humainement parlant, c'est quelqu'un qui a le nez. Donc cette décision, elle va se prendre relativement vite. Je veux juste aussi qu'on s'arrête sur le moment où vous allez présenter aux équipes de Frischti votre projet. Tu disais pas d'enthousiasme tout à l'heure sur beaucoup de sujets. Là, il faut arriver quand même à la fois rassurer, parce que oui, j'imagine qu'il y a plein de doutes. Tu vois, il y a eu rachat sur rachat, et puis là, en fait, redressement. Donc dans les équipes, alors il y a peut-être eu plein de départs, ça doit quand même pas mal cogiter. Il y a toujours plein de promesses qui peuvent être faites par les repreneurs, et donc entre la promesse et la réalité, c'est pas, des fois il y a 2 mondes. Déjà, on est les futurs troisième patrons. En tout cas, en fait, quand tu es en redressement judiciaire, sur ce redressement judiciaire, cette reprise-là, c'est très difficile parce que tu peux être le 3e patron en moins de 2 ans. 2 patrons sont passés avec des cultures différentes, des promesses pas tenues, etc., etc. Donc déjà, les gens, ils sont marqués, quoi. Ouais. Déjà. Voilà. Encore un patron qui vient nous faire des promesses. Voilà, ça peut être ça. Ensuite, dans un redressement judiciaire, c'est comme une ouverture aux offres. Donc, il y a des gens qui peuvent faire des offres. Donc là, il y a une compétition avec des confrères et des on parlera après de challengers. Voilà. Mais tu as un gros challenger qui s'appelle l'État. Tout le monde le sait. C'est-à-dire que si la boîte va au tapis, quoi qu'il arrive, tous les salariés vont toucher pendant X mois leur salaire. Donc, il n'y a pas de risque. Je cherchais le nom du repreneur qui s'appelait l'État. Je n'ai jamais entendu parler de l'État. Tu vois, tout le monde est... oui, bien sûr. Voilà. Donc déjà, tout le monde sait ça. Donc, tu as déjà eu 2 patrons pas super sympas. Là, on va te dire, tu peux souffler et retrouver une boîte dans laquelle tu peux t'épanouir, plus stable financièrement, etc., etc. Mais c'est pas toi qui décides de ça. C'est le juge. L'administrateur judiciaire. Voilà. Est-ce qu'il pense que les offres en face sont meilleures que l'avenir Et parfois, ça se joue à 10 000 balles. C'est pas forcément une question d'argent. C'est pas forcément une question d'argent. Mais ça l'est parfois. Je le dis parce qu'on a plein d'histoires comme ça où des fois, c'est pas forcément... Ça fait partie de l'équation. D'accord ? Ça fait partie de ton prisme de décision. D'ailleurs, le nombre d'emplois sauvegardés. Du projet. D'accord, et de l'envie des salariés. Donc,
quand je dis ça, on est en campagne électorale chez Frischti. Et j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, tu vois, pour te dire franchement, parce que pendant 10 ans, c'est un confrère, mais aussi ton challenger. Donc, tu as envie d'être le meilleur que lui. Et là, d'un coup, Faut séduire. Tu dois devenir Frischti, en vrai. Tu vois, donc, mon switch intellectuel, il a pris un peu de temps. Donc, faut les convaincre, d'accord, que ton projet, c'est le meilleur et que toi, tu es la bonne personne avec qui travailler. Tu es le bon cheval. Tu es le cheval gagnant. Ce moment-là, il est clé. Il se fait en une présentation face à un maximum de personnes ou c'est une multitude de rendez-vous avec des managers, des équipes. C'est une multitude de rendez-vous. Parfois avec beaucoup de monde, parfois avec un peu moins de monde, avec les représentants du personnel, avec des chefs d'équipe, avec des chefs de BU, etc. Voilà. Ça prend tout le mois de juin quasiment. Voilà. Où on est à fond sur ça. Et l'audience, la première audience, l'offre, d'abord faire une offre écrite. Ouais. Voilà. Donc l'offre, je crois que c'est mi-juillet. Donc on prépare une offre avec un BP, quelque chose d'assez construit, mais pas trop. Parce qu'à partir du moment où tu mets les offres, d'accord, c'est public, tout le monde peut le savoir. Et donc du coup, les gens des compétiteurs pour prendre Frischti, ils peuvent s'aligner sur l'offre. Donc tu montes pas toutes tes cartes, quoi. Alors, mais elles doivent être assez sexy pour passer à l'étape supérieure. C'est quoi les cartes que tu ne montres pas à ce moment-là? En fait, tu les montres toutes, mais pas sous le meilleur angle. Voilà, tu en montres assez, parce qu'il faut un BP, dire le nombre de personnes que tu reprends, ce que tu vas faire, l'histoire, mais tu en écris assez pour faire comprendre au juge. Tu fais la vision, mais pas le comment. C'est ça. Et le juge va dire, ok, ça me plaît, mais il faut affiner ça pour la deuxième audience. Première audience se passe bien, vous irez au bout, hein, donc on fait pas le suspense. Il y a qui en face? C'est qui les concurrents? Il y a des fonds d'investissement, il y a des challengers, voilà, il n'existe plus aujourd'hui, mais il était rose, voilà, voilà. On le comprend. Il y a, voilà, c'est deux fonds d'investissement. Il y a aussi un autre confrère, je peux pas le dire parce que j'ai du respect pour lui, voilà. Mais ça arrive de perdre une bataille. Ça arrive de perdre une bataille, voilà. Donc on est 4, voilà, sur la ligne de départ. Et je suis pas sûr qu'on était le meilleur dossier financièrement. On n'a pas mis le plus d'argent. Par contre, on a sauvé le plus d'emplois et on avait le projet le plus solide. C'est-à-dire que ça fait 2 fois qu'ils se font reprendre par je sais pas quoi. Nous, on se dit, Frischti, ça va devenir plus gros que la belle vie. Et on sait comment faire. Voilà. Ça, c'est la promesse. Et c'est celle que vous tenez. C'est le qu'on tient là. Ouais. Ça représente quoi aujourd'hui, Frischti, dans le groupe? Alors, ça représente 25%. Voilà. Fin 2026, j'espère que ça représentera autant que la belle vie. D'accord? Et ça sera plus gros que, je pense, la belle vie. Parce que la marque est folle. Franchement... La belle vie, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal, mais... J'en parle au passé, pardon. Mais non, parce que c'est dans l'univers startup, tout le monde connaît la belle vie. Mais quand tu fais un sondage dans la rue, sur 100 personnes, il y en a 10 fois plus qui connaissent Frischti. Parce que le travail était excellent. Et l'image de marque de Frischti est excellente. C'est du bien manger, c'est bon. Tu vois, t'as envie d'y retourner. C'est jeune, c'est pétillant. Voilà. Et avoir une clientèle jeune, ça permet aussi de la faire grandir avec toi sur les prochaines années. Un business qui demande un peu moins de capex que la belle vie, où il faut des gros entrepôts, beaucoup de stocks, etc. Donc beaucoup plus agile à faire sortir d'Île-de-France. On sortira très bientôt hors Île-de-France. Ça fait 10 ans, j'ai une boîte francilienne. Ça n'a pas de sens. Tu vois, faire 100 millions. Il y en a, ils font 100 millions sur 80 pays. Moi, on fait 100 millions sur l'Île-de-France. Bon, ce qui est bien, c'est que ça permet de se dire, je suis qu'à 1/10 de mon objectif. C'est ça. Et avec du pragmatisme et du test and learn, tu vois, on va y arriver. C'est pour ça que on a foi dans notre métier et dans la réussite de l'entreprise. Elle va devenir grande, mais il faut beaucoup de pragmatisme. Voilà. Ce qu'on a, je pense. Et le marché est tellement gros, il est tellement en train de se changer qu'on a une carte à jouer. Et on a fait le plus dur.
le plus dur et pourquoi les gens ont échoué, tu vois, ceux qui ont levé des milliards, c'est que on a fait le cœur du réacteur, c'est la logistique. C'est le cœur du réacteur. Nous, on vient du marketing. Tu vois, c'est pas un drive naturel. Mais le cœur du truc, c'est la logistique. Et tant que tu l'as pas compris, Voilà. tu peux pas... Et ça, c'est très dur à comprendre, à scaler, à comprendre toutes les nuances, travailler les logiciels qui vont avec, etc., etc. Et ça a pris 10 ans. C'est-à-dire que dans une boîte food tech, et c'est un conseil à tous les investisseurs, d'accord? Si vous n'êtes pas prêt à investir dans la logistique, ce qui prend un peu plus de temps pour permettre de scaler sainement. Et plus de d'accord, cash. Voilà. Ben, le faites pas. Mais par contre, les boîtes comme nous, qui avons maîtrisé, dompté ça, et on peut maîtriser une petite logistique comme une grosse logistique avec notre logiciel, on a une barrière à l'entrée qui est incroyable. Tous ceux qui ont essayé de venir sur le marché parisien se sont tous cassés les dents parce qu'on avait une barrière à l'entrée qui est incroyable. Il est où le défi logistique? Parce que sur le papier, je pense qu'on peut que abonder, mais dans le détail, moi qui viens pas de ce monde-là, on parle de quoi? En quoi c'est compliqué? En quoi là il y a une vraie barrière à l'entrée? Dans la logistique classique, quand tu fais la livraison en J+1, J+2, J+3, d'accord, il y a un truc qui est facile, c'est de trouver un entrepôt très grand, pas cher, d'accord, et carré. Simple. D'accord? Mais tu livres en J+1, J+2, J+3. Pour faire la livraison entre 1 et 3 heures, faut être à côté. Faut être au cœur des habitations de tes clients. Déjà, t'as pas d'entrepôt à Paris avec cette typologie-là. Donc, du coup, faut trouver des surfaces grandes alambiquées. Déjà, ça ressemble pas trop à un entrepôt ou ça ressemble de loin. Déjà, c'est bizarre. Ensuite, il faut... Attends, c'est quoi une surface au cœur alambiquée? Nous, on a 5000 mètres carrés, plein pied de surface dans Paris, cœur 12e. D'accord? Et c'est pas un carré. C'est des poteaux, plein de poteaux au milieu, un mur très tu fais pas des allées toutes simples. Ah non. C'est pas des allées toutes simples. C'est pas New York avec la 5e avenue, la 6e. Et c'est dans un savoir-faire logistique des allées qui changent souvent de tête. Ça va plus vite si tu mets l'étagère de sens là, etc. Donc ça, c'est notre truc à nous. Déjà, l'entrepôt, il est différent. Il est au cœur de Paris. Ok. Ensuite, t'as pas, si tu veux, pour te donner un exemple, nous, on a 4800 mètres carrés, d'accord, 20 000 produits. Nos concurrents, pour avoir autant de produits, d'accord, ils ont minimum le double voire le triple de surface. Donc nous, on est obligé... des petits produits. C'est ça. On gère le stock, d'accord, de manière extrêmement véloce. C'est-à-dire qu'on reçoit entre 50 et 200 palettes par jour. À son arrivée sur le quai, il faut mettre sur l'étagère. Il n'y a pas très peu d'attente. Et tout ça, d'accord, tu dois le faire à scale. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des centaines de personnes qui travaillent avec le minimum de management parce que ça coûte trop cher. Et tout ça est orchestré par logiciel. Donc ce logiciel-là, ça fait 10 ans qu'on le travaille et il évolue tous les jours pour intégrer les nuances. Parce que chaque milliseconde compte parce qu'on a un business de très petite marge. Les beaux business, d'accord, c'est au-dessus de 80% de marge. Et là, tout le monde y va. Hop, on investit. Tac, tac, tu peux du marketing, paye ton siège, etc. OK? Nous, c'est pas ça, c'est le retail. Pour donner un exemple, Carrefour, ça fait 90 milliards. À la fin de l'année, s'ils ont 2 milliards, ils sont contents. Voilà. C'est du 2%. C'est du pourcentage. Voilà. Donc nous, on se joue ce business-là et on doit scaler et faire des boîtes qui valent des milliards avec très peu d'argent, très peu de marge. Et en plus de ça, on se rajoute des difficultés logistiques parce que logistique, rappelle-toi, on est des start-upers, on a inventé quelque chose qui n'existe pas. Personne n'a réussi à le faire. Depuis que l'Internet est arrivé en France, il y a eu des milliers d'e-commerçants, des milliers, pas des milliers, mais des centaines de gens qui ont essayé de faire des start-up dans la food qui livrent. Elles sont cassées les dents. Parce qu'elles n'ont pas réussi à résoudre cette équation logistique, d'accord, et produit. Parce que le produit, d'accord, on vend pas des livres. On en vend un petit peu. On vend des produits qui durent 6 mois sur l'étagère et parfois on vend des huîtres. Voilà. Et tout ça sous le même toit, avec les mêmes personnes qui gèrent.
Donc l'énergie pour gérer un livre, c'est facile, c'est toujours la même. Mais quelqu'un qui doit gérer autant de DLC, en termes d'énergie, c'est pas tout le temps les mêmes énergies. Donc ça, tu dois créer des logiciels pour ça. Ça m'amène une question, je sais pas si vous l'êtes déjà posée, mais aujourd'hui vous déployez vos propres produits. Mais souvent on parle des vendeurs de pelles et de pioches. Avec une solution comme ça pourrait intéresser des milliers de e-commerçants et vous pourriez être une boîte tech qui distribue sa solution logicielle qui s'adapte à... On pourrait dans une stratégie défensive. Et donc ma question c'est pourquoi? On pourrait dans une stratégie défensive. On pourrait avoir une filiale B2B qui fait ça pour les autres. On pourrait. Mais en fait, tu prends toute la valeur créée. Mais je te pose une question, Thomas. Combien de boîtes B2C tu connais en France? Des belles boîtes B2C. Ça se compte quand des belles boîtes. Alors, je sais pas, parce qu'on n'a pas la même notion de... Moi, je pose des questions. Je ne saurais pas te... Voilà. On a eu VP, d'accord, Ouais. qui ont fait des exits à 200, 300 millions, qui valent 1 milliard, parce que c'est super dur. C'est super dur. Tu vois? Et j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de mauvais entrepreneurs. On est tous bons. Et je pense qu'il y a des entrepreneurs brillantissimes. Mais tu dois avoir... On en connaît quelques-uns. Il y en a plusieurs. Ils doivent le bon marché, les bonnes marges, etc., etc. Tu vois, c'est aussi ça. Tu vois. Nous, on a pris le marché le plus pourrave et on essaye de le faire briller parce qu'il est dur, pas pourrave, parce que c'est des métiers qui sont tir, palette, préparateur de commande, qui sont, on va dire, ingrats. En fait, c'est juste qu'on a un business avec l'équation économique la plus dure. Tu vois. Et ça, je suis content qu'aujourd'hui, les gens qui comprennent un peu le game, ils se disent ah, bien joué les gars. Et là on leur dit t'inquiète pas, c'est que le début. C'est que le début. Ça m'amène peut-être à la question surprise qui t'est posée d'un de tes amis entrepreneurs, je crois. Vous avez un message. C'est une question d'Andrea Ben Saïd. L'Esquimau. Eskimos, ouais. Cher Paul, on dit que pour mieux se connaître, il suffit de voir les héros de l'enfance que l'on affectionnait le plus. Je sais que pour toi, c'était Sangoku dans Dragon Ball Z. Alors, en quoi tu t'identifies à lui et pourquoi t'appelle-t-on le Sangoku de la foodtech? J'adore Andrea, j'adore. Sangoku, c'est le héros de notre enfance parce que les gens vont se dire, ouais, parce qu'il est fort, il casse tout, il aime la bagarre, il gagne tout le temps, ce qui n'est pas vrai. Non, c'est vrai, il gagne pas tout le temps. Et là, tu peux nous citer l'épisode de la saison. C'est quelqu'un qui a une simplicité d'esprit, tu vois. Il se casse pas la tête et il va au combat, au charbon et il y retourne et il cherche à être meilleur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, il est profondément humain et sympa. Il a plein de potes, partout où il va, il se fait des potes. Et il essaye de faire briller ses amis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et parce que c'est le plus fort, sans le savoir, il fait ressentir de la sécurité aux gens qui l'approchent. Voilà. Et il s'arrête jamais. Voilà. Même quand il est mort, il revient. Voilà. Et ça, c'est Il n'y a pas de DLC chez Sangoku. Il n'y a pas de DLC. Et c'est vraiment le mec fort, sympa, brillant et humain. Sans faire de la psychologie à 2 balles, quand on est tous, en tant que gamin, fascinés ou séduits ou que sais-je par des personnages divers et variés, avec le recul malgré tout, et parce que tu nous expliquais qui était Sangoku, quelles étaient ses forces, est-ce que consciemment ou inconsciemment aujourd'hui ça te construit toi dans la manière que tu as envie d'être en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur? Ah oui, ben je pense que on veut toujours ressembler à ses héros quoi. Tu vois, et nous, nos héros, c'était pas, on n'avait pas de livre, hein. Tu vois, on avait le Club Dorothée, le mercredi matin, quand on était au collège, c'était le VHS qu'on faisait tourner, c'était ça, on vivait pour ça. Et on voulait ressembler à ce héros-là, voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, peut-être un peu, ouais. Peut-être un peu. En tout cas, ouais, je trouve tu ça... vas au combat.
Exactement. Lui s'entraîne tous les jours, il va au combat tous les jours. Nous, c'est la même chose, mais en gardant le sourire et en tendant la main aux gens tout le temps. En se faisant des copains sur le chemin. Ah ouais, ça moi, c'est les copains. Moi, je suis un mec de copains. Voilà. On verra combien il en restera à la fin, mais moi, je suis un mec de copains. Je veux me faire des copains. T'évoques le sujet de on verra combien il en restera parce qu'on a une DLC. Et quand on passera plus dans les podcasts, quand on sera moins invité, quand on aura peut-être, tu vois, moins les moyens, ou tu vois, dans la difficulté, l'adversité, ça sera dur. Et je parle vraiment en l'indicatif parce que on est obligé d'y passer. Ouais. Mais quand on en sortira, on verra qui va rester. Et ça, c'est dans une vie, savoir faire ça et se détacher de tout ce bruit, tu vois. La fame, etc. C'est cool. C'est important d'en être conscient. Oui, c'est important d'en être conscient. C'est comme rouler dans une Formule 1 et voir le mur en face, tu vois. C'est comment est-ce que tu vas faire pour avoir un peu moins mal, quoi. On le sait, on va y arriver. Denis, je vois que tu voulais réagir tout à l'heure. Pardon, j'ai poursuivi, creusé la question, mais Paul est à toi. Moi, je veux bien réagir, en fait, suite au message d'Andrea et de Sangoku. Toi aussi, Sangoku? Ouais, un peu. Et, la question que je me posais au-delà de Sangoku, c'est est-ce que toi, il y a des entrepreneurs qui t'inspirent, hein? Est-ce que aussi tu as des rôles modèles dans le paysage entrepreneurial actuel? En France, c'est Xavier Niel, 100%. Ouais. C'est le meilleur. Et pourquoi? Parce que il tend toujours la main, il est toujours dispo. Tu vois, il répond à ses mails. Il répond à ses mails, évidemment, faut pas en abuser, voilà. Mais quand t'as besoin et t'as cette cartouche là, il sera là. Voilà. C'est exceptionnel de faire ça à son niveau. Il te montre que c'est pas linéaire, d'accord. Qu'il a eu beaucoup d'échecs, tu vois. Il est parti en tôle, hein. Voilà. Et ce qu'il a eu, tu vois, il en parle un petit peu, mais ça lui a permis aussi de faire le tri dans ses potes. Il fait une boîte qui est géante et il fait le bien avec cette boîte-là, tu vois, avec les moyens qu'il gagne avec. Notamment dans les médias aussi. Dans les médias, évidemment, dans le monde des startups, partout. Et je pense qu'on ne sait pas tout. Voilà. Il y a des projets qui ont besoin de lumière et d'autres non. Et je pense qu'il agit partout. Il tente, tu vois. Il lance le forfait téléphone à 2 €. T'as tous les gros corporates qui veulent sa peau. Il veut acheter M6, il n'y arrive pas. Tu vois, il tente. Il tente. Et il est tout le temps ultra positif, quoi. Lui, c'est Sangoku, c'est sûr, lui, 100%. Lui, il en met partout de l'enthousiasme. Ah ouais, c'est vraiment, on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir. J'espère que dans chaque pays, ils ont un Xavier Niel. Voilà, après, ceux qui m'ont donné l'envie d'entreprendre, m'ont fait rêver, c'est très classique. Mais c'est Steve Jobs, tu vois. Steve Jobs, c'est incroyable. Mais il a une paire d'ombre. Et c'est pas forcément parce que c'était une peau de vache avec certains de ses collaborateurs ou premiers collaborateurs, mais moi je pense que sur un secteur aujourd'hui où je suis peut-être meilleur que lui, c'est la famille. Voilà. Moi je suis très famille, très copain. Voilà. Je pense que je suis meilleur. J'entendais parler d'une technique de recrutement qu'il avait, je sais pas à quel point c'est storytellé ou pas, mais c'était la méthode de la bière, où alors il les faisait pas boire, c'est interdit d'ailleurs, je pense. Mais globalement, il les embarquait, certains candidats à aller marcher. Déjà, ils marchaient. Il leur posait des questions, je crois, relativement anodines sur leur vie, sur ce qu'ils ont fait l'été dernier, etc. Puis en fait, à la fin, ils disaient, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je prendrais bien une bière un soir? Et si c'est le cas, tu vois, il y a ce côté très intuitif. Alors, je sais pas à quel point c'est storytellé, hein. Ça se trouve, je ne fais que reproduire une histoire complètement fausse. Mais ça doit être
Ça doit être une bonne technique pour lui, parce que c'est pas quelqu'un qui doit donner son affection et son respect facilement. Contrairement à moi, je pourrais pas, parce que moi, me sort une bière, on va dire, on descend 10 d'un coup, quoi. N'importe qui. C'est pas ma technique. Ça permet pas de faire du tri, quoi. Moi, je fais pas de tri comme ça. Je suis beaucoup trop un bon vivant. Mais je pense que sur certaines personnes comme lui, qui ont une exigence, entre guillemets, sociale très forte, ça doit marcher. C'est pas que j'ai une exigence sociale qui est pas forte, c'est qu'en vrai, quand je peux, en vrai, j'ai envie de kiffer, quoi. Voilà. Et j'aime bien parler avec des nouvelles personnes, comprendre leurs projets de vie, qui ils sont. Enfin voilà, je m'intéresse beaucoup aux gens. Ouais. Il y a deux angles là où je veux aller. Un, ce que tu as dit, moi je bosse du lundi au dimanche. Tu as aussi dit je suis très présent pour ma famille. Alors comme ça peut avoir l'air incompatible. Et donc la question c'est toi, c'est comment t'organises ça? C'est le temps présent, il est pleinement présent, même s'il peut être limité parfois. Ou c'est le temps présent qui est saccadé. Parce qu'on a notre téléphone portable 7 jours sur 7, on est tout le temps sollicité. Malheureusement, c'est vrai, c'est notre vie, on a des responsabilités, on doit les assumer. Nos familles doivent le comprendre. Voilà. Donc c'est difficile pour eux parce qu'ils comprennent pas. D'accord, ton enfant, il te fait une blague et toi, d'un coup, tu rigoles pas parce que tu es sur un mail, une notif. T'as une notif et tout de suite, elle t'aspire tout ton esprit et que ton enfant, il est là, il comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est absent? Rappelle-moi la chienne, je crois que t'en as 6 ans et 10 ans. Ouais. Voilà. Tu vois, je pense que ça doit être pas facile pour eux de comprendre ça. Ils le comprennent pas, en vrai. Ils le comprendront plus tard. Est-ce qu'ils vont bien le juger ou pas? On verra. Tu vois, mais après, à leur âge, ils savent que papa, il a la belle vie, Frischti. Oui, mais ils savent pas ce que c'est. Tu vois, c'est quoi la belle vie? C'est un site qui livre les courses, mais ils comprennent pas ça. Tu vois, moi, je suis pissé. Ils comprennent pas que t'es un warrior dans ton domaine. Non, ouais. Ils comprennent pas. Tu vois, eux, ce qu'ils comprennent, c'est. T'es là, t'es pas là. Je suis là, je suis pas là. Je joue avec eux, je les écoute. D'accord. Ils ont un problème. Est-ce que je vais les résoudre? Mon vélo, il est pété. Est-ce que papa peut le réparer? Tu vois. Ça, ils comprennent très bien. Et c'est ce temps-là qui doit être qualitatif. Et dans notre vie d'entrepreneur, qui est très, très exigeante, parce qu'on doit avoir tous les flux connectés tout le temps, c'est pas simple pour notre entourage. Là, je te donne l'exemple de mes enfants, mais pour ma femme, c'est parfois très dur. Voilà. Pour les potes, tu vois. Au début de la belle vie, tu bosses 7 sur 7, tu te lèves à 5 heures, tu te couches à 23 heures parce que tu passes à Rungis, machin, etc. T'es pas là aux anniversaires le samedi soir, le baptême, etc. parce que tu bosses et que tu gagnes le SMIC, si tu peux te le payer. Et là, ils ne comprennent pas, les gens, ils comprennent pas. Et là encore, tu vois qui sont les potes à la fin. Oui, ouais. En partie, et j'ai la chance d'en avoir gardé beaucoup. Voilà, parce qu'ils ont toujours compris que j'avais une espèce d'ambition, de soif, et me laissent encore aller vers mes ambitions. Est-ce que ça lâchera un jour? J'espère pas. C'est possible, mais j'aimerais pas. Donc, faut toujours trouver l'équilibre. Ça n'a pas craqué au début. Après, c'est toujours une question d'élastique qui peut se tendre et se casser. Mais... Exactement, mais c'est la vie qui nous le dira. Écoute, en tout cas, j'essaie de prendre soin du mieux que je peux. De mon entourage, de ma communauté, du mieux que je peux. Voilà, c'est pas parfait. En tout cas, j'essaie de faire du mieux que je peux. Quand on est ambitieux pour sa boîte, mais aussi pour sa famille, c'est pas incompatible, mais c'est complexe. C'est complexe. Et là, c'est une question de logistique. Et on y revient. Vraie logistique. Et encore une fois, je te le dis, on est une boîte VC-Back, c'est 1 sur 1000. Une boîte qui réussit chez les VC-Back, c'est encore 1 sur 1000. On est les gens vraiment singuliers de l'entourage. On est des bizarres, tu vois. On n'est pas des entrepreneurs classiques, tu vois. On est des start-upers. Et ça c'est quelque chose
de rare, d'accord? Et notre entourage le comprend. Tu vois, est-ce que c'est un trait qui est maladif? Je pense pas, c'est pas une maladie, mais on est comme on est, tu vois. Et Il y a une forme, tu en parlais des réseaux sociaux, alors je sais plus si c'est la dopamine, l'adrénaline, ça, mais il y a quelque chose d'assez proche quand même dans la vie qu'on vit. je sais pas Il y a si quelque chose qui te nourrit au-delà de l'ambition, enfin au quotidien. il y a quelque chose qui nourrit parce qu'il y a quelque chose qui a faim. Voilà. Et nous, on a Faim. une soif et une faim, quelque chose à remplir qui est très, 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 très profond. Et tu l'expliques par quoi? Parce que chacun a son moteur de vie et les entrepreneurs, t'as des tonnes de moteurs, t'en as qui sont drivés par l'argent, c'est pas le plus répandu, t'en as qui sont drivés par le sens, d'autres par le fait de vivre quelque chose de très proche de l'adrénaline, du sport de haut niveau, etc. T'en as, c'est des montrer que ce qu'on leur avait dit à l'école est complètement faux, une sorte de revanche. D'autres, c'est pour convaincre les parents qu'on n'était pas une mère, enfin, etc., etc. Il y a autant de moteurs que d'entrepreneurs. Toi, ton moteur, il y a un peu de tout ça, tout ce que tu viens de dire. Il y a prouver à ses parents, il y a de la revanche, prouver à ses amis. Mais est-ce que c'est prouver, d'accord, ou c'est juste rendre? Moi, est-ce que je prouve à mes parents ou est-ce que je rends à mes parents? Mes parents ont fui une guerre. Ils ont perdu des amis. Ils ont perdu de la famille. Ils ont perdu de l'argent. Ils ont traversé le globe. Ils ont vécu dans la misère et ils n'avaient pas beaucoup. Je t'arrête. Ouais. Je t'arrête, Paul, parce que je voudrais pas qu'on évoque tes parents sans commencer par la question d'un autre de tes proches, Anthony Babkin, qui est le fondateur des Diversity Days. Je le dis pas à toi, parce que tu le sais, mais pour ceux qui nous écoutent et on l'écoute. Vous avez un message. Salut Paul, c'est Anthony Babkin de Diversity Days, j'espère que tu vas bien. Et je crois que tu es actuellement interviewé par 40 nuances de Next. Alors j'avais cette petite question à te poser. Pour ceux qui ne savent pas, tes parents ont aussi été des entrepreneurs et j'aimerais savoir à quel point ils ont inspiré l'homme et l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Merci pour ta réponse. Des entrepreneurs et des hommes et femmes qui ont vécu tout ce que tu commençais à évoquer, mais je veux bien que tu nous racontes. Ouais. Encore une fois, ça fait partie aussi de mes combats qui sont la diversité et la richesse de la diversité et qui est beaucoup plus massive et présente, mais elle parle pas. Et donc du coup, mes parents, tu vois, ils ont vécu des choses atroces. Et faut s'imaginer tout reconstruire de zéro, quoi, avec 3 enfants à l'époque. Tu vois, il y avait 300, mais 3 sœurs. Ils arrivent en France, ils parlent pas la langue, le père lave des voitures, et puis après ils travaillent la nuit à l'usine. Ma mère est femme de ménage. 4 enfants, je suis seul garçon, tu vois. J'ai sur mes épaules, indirectement, le poids de leur perte. Comment? Parce que ils ont tout perdu, d'accord. Mais c'est pas ta faute. C'est pas ma faute. Mais quand tu sais qu'ils ont tout perdu, en tant que seul fils, t'as envie de vite y aller pour tout leur rendre. Est-ce que tu penses que tes sœurs avaient moins ce ressenti-là? Elles sont moins singulières, j'ai 4 sœurs, je suis le seul garçon. Tu vois? Et tu sais ce que c'est dans une famille. T'es mon fils, voilà. Je suis le seul. Indirectement, j'ai reçu. Oui, versus vous auriez été 4 gars et une fille, c'est peut-être elle qui aurait porté autre chose. Tu vois, sur la photo, tu te dis, tiens, c'est lui l'élu, quoi. Voilà. Et j'ai envie de faire ça, tu vois. J'ai envie de porter ce poids. C'est pas un poids, d'accord? J'ai envie, par ego, et de porter ce destin, alors je vais le dire. Porter ce destin, tu vois. Dire, elles avaient perdu ça, je vais le refaire. x10. Voilà, parce que pour arriver à avoir une famille avec une grosse legacy, il faut 3-4 générations. Je vais le faire en une génération. Voilà. J'ai envie de prouver ça. Et des mecs comme moi, j'ai la chance d'être au micro. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Ce qui est
ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est le rapport au sacrifice. Quand tu dis, je veux pas un anniversaire et que tu vois les sacrifices qu'ont pu faire tes parents, quand t'es là, c'est Oui, qu'il y en a... parce qu'ils ont été entrepreneurs. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant. Tu vois, mon père travaille la nuit, il ouvre un resto. Il travaille la nuit, il va au resto pendant 10 ans. Ma mère a bonne son taf de femme de ménage, elle gère le restaurant. On vit dans le restaurant. On mange dans le restaurant. Je vais pas à la cantine, je vais au restaurant tous les midis. J'ai une putain de chance. Le soir, je mange au restaurant. Le week-end, je suis au restaurant. On vit dedans. Et on voit que nos parents n'arrêtent jamais de travailler. Mon père est parti jusqu'au son dernier jour. Il voulait faire qu'une chose, aller voir ses clients le midi. Parce qu'il attendait. Et ça, c'est génial. Tu vois, j'ai entreprendre avec le sourire. C'est pas du travail. Ils ont créé leur kiff tous les jours. Voilà. Tu vois, on a cette chance-là de kiffer. Et si je peux kiffer tous les jours de ma vie, Jusqu'au dernier. je le ferai. Alors, je vais tenter un exercice que je te propose, mais se prolonge dans un futur le plus lointain possible, je te souhaite, mais le dernier jour de ta vie, là, si tu le projettes. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tu vas organiser ta journée avec toutes les ambitions que tu peux avoir pour ta boîte et pour ta famille. Ma boîte, je la construis tous les jours et aujourd'hui, tu vois, je fais un podcast. C'est peut-être le dernier. J'espère, peut-être. Ah non, non, au contraire. Pas le dernier parce que je vais canner. Voilà, Hein. ok. C'est Le dernier que tu as choisi. que j'ai choisi de faire. Ou alors on peut se dire, ah non, c'est bon, j'arrête les podcasts, ils me font chier. C'est pas ça, c'est qu'en vrai, c'est dur de pas tourner en rond. Et je veux pas tourner en rond. Ce sera, ma boîte, la boîte, elle tourne, tu vois. Et elle tournera de mieux en mieux parce que tous les jours, on y met l'énergie. Mais le dernier jour, faut le passer avec ses proches. Ceux qui sont ont envie d'être avec toi, tu vois, parce qu'ils t'aiment vraiment. Voilà. Moi, et plus il y en a, plus j'ai réussi ma vie. Voilà. C'est pour ça qu'encore une fois, je suis très pote. Et qu'eux, peut-être, célèbrent après. Oui, ils célèbrent. J'espère qu'ils vont célébrer. Rapidement, je voudrais pas qu'on se qu'on se quitte sans parler de la claque. Waouh! Tu veux où tu veux. Ma claque? Ouais, mais je crois que tu as choisi une claque très lumineuse. Ouais, on a la chance de vivre des choses extraordinaires tous les jours, régler des problèmes, rencontrer des gens super, etc. Et j'ai vécu une expérience. Bon, déjà, faut savoir que je suis pas très coach. Je suis pas très séminaire. Parce que, franchement, c'est pas mon délire, quoi. Être dans une salle, bref. Le mec qui me raconte sa vie, les coachs en Excel, etc. C'est pas mon truc. Vraiment, c'est pas mon truc. Et puis, il faut se lever et s'applaudir. Ouais, c'est... Franchement. Voilà, on est dans le stéréotype. J'ai ce stéréotype-là. Ouais. On m'a convaincu de rencontrer une personne qui s'appelle Marwan Meri. À la fin de ça, je me suis dit, j'ai pas vu une personne, j'ai vu un ange. Marwan Meri, c'est l'un des plus grands négociateurs internationaux. Tu vois. À ta façon de parler, il peut savoir si t'es en train de mitonner. Enfin, c'est fou, quoi. Il négocie des grands plans sociaux, il négocie des rançons incroyables, etc., etc. Et en fait, quand je te dis que j'ai vu un ange, c'est un vrai ange. C'est un Libanais. Tu liras peut-être son livre un jour, vous lirez peut-être son livre. Guerre au Liban, d'accord. Sa famille fuit le Liban et elle est arrêtée par la police locale. Et ce jour-là, il y a 400 morts, 3 survivants. Sa famille. Ils arrêtent tous les gens au péage. Ils vont derrière la dune. Ils se mettent à genoux. Et t'as le flingue qui passe. Et bang, et bang, et bang. Lui, il est avec son père. Il est enfant, je crois qu'il a 2-3 ans. Et sa mère. Et son père est à genoux. Il sent le canon arriver. Il se retourne. Et il arrive à négocier avec le soldat en disant: je connais ton patron, je joue au poker avec lui, t'as qu'à l'appeler. Et comme il a une mémoire de fou, il lui sort le numéro. Le mec, il crée le doute chez son futur assassin. Il appelle, il dit que c'est vrai. 400 morts, 3 survivants. Il fuit le pays, d'accord? C'est miraculeux déjà, miraculeux.
Et donc Marwan, il fait sa vie, tu vois, il commence à faire des tours, il commence à comprendre la triche, le poker, le machin, mais il se range et devient le plus gros négociateur international, des rançons de fou, machin, etc. Et il est négociateur aussi pour l'ONU et dans l'humanitaire, etc. Quand il y a des kidnappings, par exemple, ouais. d'accord, les gens l'appellent. Mais il fait pas ça de manière, on le paye même pas. C'est-à-dire que lui, il y a des gamins qui se font kidnapper en Afghanistan, d'accord. Les gens sont désespérés. Pendant 3 mois, il va pas leur enfant, demande de rançon, machin, etc. Il trouve le numéro de Marwan. Marwan, sur son temps libre, il négocie et il libère des otages. Les otages, ils sortent. Ils savent même pas qu'il y a un mec à des milliers de kilomètres qui l'ont sauvé. Jamais il se fera remercier. Je fais, mec, il y a des gens que tu sauves. Ils savent même pas que c'est toi. T'as été sauvé quand t'étais petit par un geste du destin. J'ai vu un ange. T'es un ange gardien, mec. T'es un ange gardien. Et ce mec-là, je pensais savoir bien négocier et il m'a montré que j'étais vraiment une quiche. Voilà. Déjà, j'aime bien quand les gens, ils m'en mettent à ma place. Et quand j'écoute son histoire, c'est bluffant, ouais, il me raconte son histoire, je fais, mec, en fait, t'es un ange gardien. T'es un ange gardien, mec. Y a rien à dire. Entre négociations. Non, mais ça, tu vois presque ça que dans les séries bien sûr, de fiction. Et dis ça avec une humilité, il est comme ça. Je fais, mec, t'es un ange gardien, tu sauves des vies sur ton temps libre. Tu vas jamais recevoir un merci, que dalle. C'est fou, sauver des vies, tu te rends compte. Le mec, il est torturé pendant des mois, t'arrives, tu travailles sur ton temps libre et tu négocies et t'attends même pas un merci, même pas un chèque. Tu vas rien recevoir. Et t'es heureux et mec, t'es un ange. T'as été touché par les dieux. Voilà, j'ai vu un ange. Quand tu me l'avais pitché, je t'ai dit de pas m'en dire plus. J'étais là, bon, on va voir où est-ce qu'il m'amène avec son histoire d'ange. T'as très probablement trouvé les bons mots. C'est le moment de la carte blanche, qui est effectivement une des rubriques récurrentes de 40 nuances de Next. Et j'imagine que ça doit être ça. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Je vais me permettre de lire, parce que c'est la carte blanche, et je voulais pas dire n'importe quoi. J'ai mis un peu de temps à trouver cette carte blanche. Mais c'est en allant sur LinkedIn que je me suis dit, il manque quelque chose sur cette plateforme-là. Voilà. Et il manque l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on oublie. Alors aujourd'hui, j'aimerais prendre ces 5 minutes pour parler d'une catégorie un peu oubliée ces derniers mois. Les entrepreneurs de la tech qui galèrent. Et ouais. Ceux qui ont levé des fonds quand l'argent coulait à flot et qui aujourd'hui voient leur cash fondre comme neige au soleil. Ceux qui ont embauché pour aller plus vite, plus loin et qui maintenant doivent expliquer à leurs équipes que la croissance ne paye plus les salaires. Ceux qui font tout bien, produits solides, clients fidèles, vision claire, mais à qui on répond juste pas de financement late stage en ce moment. Ceux qui bossent 60 heures par semaine, la boule au ventre pour ne pas échouer à 90% du chemin. On ne parle pas d'échec, on ne parle pas de résistance, de courage, d'endurance mentale. De femmes et d'hommes qui tiennent bon sans paillettes ni post LinkedIn viraux parce qu'ils croient encore en leur mission. Alors non, toutes les startups ne vont pas exploser en bourse. Mais ces entrepreneurs-là, ceux qui tiennent sans fanfare, ils méritent notre respect et notre soutien. Parce que c'est dans la tempête qu'on reconnaît les vrais bâtisseurs. Et parce que si on veut un écosystème sain, durable, humain, on doit aussi valoriser ceux qui tiennent le cap quand plus personne n'applaudit. On a besoin de vous, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout devient flou. On a besoin de vos idées, de votre feu, de vos intuitions. On a besoin de vous pour prouver qu'on peut innover sans cynisme, construire sans trahir et résister sans renoncer. Si vous avez l'impression de ramer à contre-courant, c'est peut-être parce que vous tracez un chemin que d'autres suivront demain. Alors tenez bon, parlez entre vous, soutenez-vous et surtout ne vous laissez pas définir par votre dernière levée de fonds. Un jour, on se retournera et on verra que ceux qui ont tenu bon, ce sont ceux qui ont changé la donne. Pas avec du bruit, mais avec de la tenue.
c'est dit. Tu sais quoi? Je vais juste faire 0 commentaire, à part te dire merci. Merci d'avoir bossé. Un petit peu, il le mérite. Ouais. Et merci pour le partage, parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est d'abord pas les paillettes. Exact. Voilà. Et c'est dit, et j'espère que ce sera partagé, pour le coup, au nom de tous ces entrepreneurs qui parfois sont dans le dur, et il y en a, et quand ils sont pas dans le dur et qu'ils sont hauts, ben, ça veut pas dire que demain ce sera pas dans le dur, et c'est important, et c'est là remettre la nuance là où elle est. C'est qu'il y a des hauts, des bas, et puis entre les deux, on raconte les histoires. Exact. Et ben on poursuit avec donc le Choixista. Tu le sais, on a au début de 40 nuances de Next, on était très Next 40. On s'est élargi depuis. Mais il y a FT 120. FT 120. Merci. Tout à fait. Et c'est pas qu'on voit nos ambitions à la baisse, c'est qu'il y a juste pas assez de monde avec des gens qui restent au Next 40 et plus de semaines de toute manière dans une année. Et déjà à l'époque quand même, il y avait beaucoup de gars et on s'est dit, en fait, il y a plein d'entrepreneurs femmes de dingue. Et donc on va féminiser à notre manière le palmarès, pas forcément pour donner des coups de pouce, mais pour mettre en lumière des femmes entrepreneurs de dingue, au-delà du fait qu'elles soient femmes. Et donc, dès qu'on a un bro, on lui demande de nous parler d'une femme entrepreneur à qui on espère on aura l'occasion de tendre le micro. Et toi, tu as choisi de nous parler d'Astrid Faure. Oui, alors Astrid Faure, cofondatrice d'Encaval. Et ça revient à nos discussions sur les algorithmes, sur les écrans. Donc, on a décidé d'investir dans cette entreprise-là. C'est qui on? Avec Laurent Ritter, voilà, cofondateur de Voodoo. C'est d'ailleurs lui qui me les présente. Et on a pour habitude d'investir dans la tech et avoir le ROI de la tech et chercher des x100, etc. Et là, et j'espère qu'elle fera x100 d'ailleurs, Astrid. Mais c'est un peu différent. Là, c'est du low-tech. Voilà, parce qu'on investit dans des livres. Voilà, des livres pour permettre à nos enfants de dominer la lecture, être actifs dans la lecture. Des livres dont tu es le héros, d'accord? Des séries comme ça. Quand tu donnes ça à tes enfants, tu sais il a vécu une aventure. C'est pas sur une tendance tech, d'accord? Mais s'il n'y a pas des gens qui, de temps en temps, investissent à contre-courant et qui permettent... Dans la vraie vie. Et qui permettent de donner un contrepoids ou une petite lueur d'espoir ou une petite sortie, d'accord, sur le mal que peuvent faire les écrans. De débiaiser les algorithmes. S'il n'y a pas des mecs comme nous et des femmes fortes et des entrepreneurs, vraiment, pas des femmes entrepreneurs, elles sont animées par ça. Oui, heureusement qu'il y a des gens qui sont animés par ça. Si on les aide pas et on leur donne pas un peu de lumière. Et d'argent. Mais ça, c'est après ça. Tu vois, là, l'argent, c'est juste l'outil. D'accord? Mais déjà, un peu de ton temps, un peu de lumière, un peu de pub, parce que vous allez tous prendre un abonnement après. Si on rate ça, qu'est-ce qu'on est, quoi? Nous, en tant que parents. Voilà. Ça m'amène, et on finira là-dessus, sur tes investissements. Tu disais, moi aujourd'hui, on a commencé par là, on finit par là, et la boucle sera bouclée, mais avoir de l'impact à mon échelle, c'est aussi avoir des investissements qui servent peut-être à faire grossir le capital pour avoir encore plus d'impact, d'autres avec des sujets impact tout de suite, tu l'évoquais. Si tu nous parles, un de tes 2-3 investissements phares du moment, et de l'impact que tu comptes avoir avec, je suis preneur. Partons sur 3. ASAP Work, boîte d'intérim, dans le BTP, le truc pas sexy du tout. Comme la logistique. Mais j'y comprends encore moins de trucs. Enfin, l'intérim, il y a vraiment BTP. Par contre, 2 fondateurs issus Tremblay en France,
hyper légit sur leur segment puisqu'ils ont travaillé dans l'intérim, ils ont compris le truc. Ouais, Jeunes. ils viennent de trembler, mais ils sont solides. Ah oui, Pardon. bien joué. Et je me rappellerai toujours de ce premier message. C'est la première fois que j'ai investi aussi vite sur quelqu'un sans comprendre son business. Parce que, tu vois, j'ai senti un truc chez lui tout de suite. Il s'appelle Mathias. Il m'envoie un LinkedIn. Il était minuit. Et il m'envoie un LinkedIn assez marrant. Et il me demande pas d'investir, mais il me demande De jeter un de œil. coacher un petit peu, le mentorer, voir son... Bonne approche. Bonne approche, mais avec un ton qui me ressemblait un petit peu. Tu vois, je me suis dit, j'aurais pu être lui, tu vois, à sortir une connerie comme ça. T'as dit quoi, tu te rappelles? Il m'a dit, salut Okage. Okage, c'est le maître du village dans Naruto. Voilà, qui est aussi ma deuxième... Et il savait que Il savait. Donc il a fait ses devoirs avant. Il a fait ses devoirs. Voilà. Donc c'est pas du marketing C'est pas du automation marketing. où il envoie tout Non, le monde. Il savait. Et donc du coup, je discute un peu avec lui et je dis, ok, lui, il a une lumière. Sur un segment, je comprends pas trop, mais j'ai de la chance d'avoir un ami qui avait une boîte dans l'intérim et dans la tech. Je lui dis, écoute, lui, s'il a compris ton business et il me dit go, je te l'envoie, j'y vais. Il me dit, ça tombe bien, je voulais lui parler à ton pote et j'y arrivais pas. Je dis, bah voilà, tu vas le faire et on va faire un ticket commun. Et mon copain lui parle, Jean-Étienne, et c'est le match. Il me dit, tu peux y aller, c'est très, 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 très early, mais le sujet est bien, les mecs ont l'air bien. Je pense que les mecs ont l'air super. Et ça, c'est l'une de mes plus belles lignes. C'est genre, ils cartonnent de chez cartonne. C'est-à-dire que le Tu prochain... mets combien au départ sur un... Entre 5 et 10 000. Et je pense qu'ils seront un jour sur ce podcast, c'est sûr. Ils vont être, s'ils sont pas cette année au Next 40, ils le seront dans l'année prochaine, je pense. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Si rapidement? Ah ouais, c'est une boîte de fou. Bah envoie-les-nous à Viva. Je vais leur demander. Ouais. Ils aiment, tu vois, moi je parle beaucoup, eux ils parlent un peu moins. C'est peut-être pour ça que ça cartonne encore plus. Mais des mecs super, franchement. Et ça fait partie des investissements que j'adore parce que ça marche. Et en plus de ça, c'est des amis aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, c'est des amis, quoi. Des vrais amis. Voilà. Et je suis trop heureux que ça cartonne et ils sont incroyables. Vraiment incroyables. Ensuite, le deuxième investissement s'appelle Animage. D'accord? Et en fait, ils rachètent des dessins animés sur YouTube, comme Pocoyo mais ou Maya l'abeille. c'est Six Six. Double Plan. Ouais. Et en fait, Six, c'était mon ancien confrère. Quand dans il la était food chez tech, Nestor. Chez Nestor. Ouais. Et je sais comment il est pourri ce business, c'est dur, etc. Comment il s'est battu. Ouais. Comment il s'est battu. Je sais très bien que l'équation économique elle est très dure. Il lance un business, je sais même pas ce que c'est. Je dis, je t'accompagne. Juste parce que je voulais pas faire partie de ces mecs-là qui lui ont dit un jour, mec, c'est bien, et puis ciao. Parce que je pensais vraiment que c'était bien, parce que je sais très bien la complexité de son business. Et aujourd'hui, ça cartonne. Ouais. Ça cartoon. Ça cartoon. Oh, ouais, il est bon, Thomas. Et mon troisième investissement, c'est sur un média qui s'appelle Bouscapé, qui est aujourd'hui le plus gros média de la culture populaire, un média qui a 20 ans. Avec pas mal d'entrepreneurs, Pas mal dont certains d'entrepreneurs. qu'on a reçus ici. Ouais. Je pense à Wallet, je pense à Franck. Laurent Ritter, Adrien Ouais. Mignati, ceux que je te parle, Mathias et Steve de SAP. Et donc réunis. Reda Berelli. Ok. Ouais. Donc, Anis Chaglou, Attends, on va pas tous les Ahmed citer. Othman et une femme, Faria Shah. Donc, tu les as tous. Oui, bah oui. Voilà. C'est notre média de notre enfance. C'est-à-dire que c'est là où on a découvert ou écouté nos artistes préférés, qui a un poids dans les banlieues, d'accord, qui est aujourd'hui l'un des plus gros médias derrière Brut et Combini, qui remplit des salles de concert en 5 minutes, qui permet à des jeunes talents d'émerger. Et ça, c'est son truc. Et ce média-là, il est pas forcément en bonne santé financière, mais quand on y rentre, on va le retaper un petit peu. Tous ensemble, chacun avec son expertise. Voilà, c'est plus simple à 15.
Ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend, mais on simple. est tous alignés et surtout, on garde le fondateur, il gère la boîte. Enfin voilà, on lui donne du rationnel, on lui ouvre de accélérer en fait. On l'accélère et ça se passe beaucoup mieux. Et tu vois. Alors quand t'as autant, alors pour ceux que je connais, il y a des égos mais pas mal placés. Mais quand t'as autant d'entrepreneurs avec des visions fortes, assumées, faut les mettre d'accord sur une cause. Ouais. Faut les mettre d'accord sur une cause. Et la cause, c'est notre média. D'accord? C'est notre média. Il a toujours été. Et aujourd'hui, les médias, tu vois bien où ça peut pencher. Ça peut pencher dans des mauvaises mains parce que ils ont envie d'influence un peu bizarre. Voilà. Nous, on ne voulait pas ça. Voilà. Donc, en tout cas, une contre-influence. On met une contre-influence, mais en tout cas, on essaye du mieux qu'on peut, d'accord, de garder ce média libre. Tel qu'il était. Tel qu'il était. Voilà. Et il y a beaucoup d'ego, d'accord. On se marre bien, mais on a une cause commune. Et quand tu as une cause commune, tu vois, quand tout le monde regarde dans la bonne direction et que tu le fais avec une personne qu'on a choisie, qui était le fondateur, et qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on va l'aider, parce que c'est notre cheval gagnant, il n'y a aucun problème d'ego. Voilà. Parce que notre ego est beaucoup plus petit et insignifiant par rapport à la cause que l'on protège, qui est l'esprit, d'accord, de nos petits frères, nos petits cousins, nos amis, les fils d'eux, etc. Les fils d'eux. Bien sûr. Oui, on est tous fils d'eux. Exactement. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Paul. Merci à toi, Denis. Merci à tous les deux. Et merci à vous toutes et tous qui, alors là, est à 100% de taux de complétion dans 3, 2, merci. Feuille blanche. 40 nuances de Next.